Et j'invite donc tous nos intervenants à me rejoindre. J'ai besoin de t'avoir dans le coordinateur, donc essayez de vous décaler un peu. Ah bon, alors non, tu me dis. Mettez-la sur le banc. Serrez-vous un peu. Bonjour, Frédéric David, enchanté. Alors, non, comment on fait? Comme vous voulez. Sentez-vous à l'aise. Voilà. Alors, écoutez, bienvenue. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette 5e et dernière plénière. Donc, Sandra Chelelekian du cabinet Capnova. Je suis entourée pour cette dernière plénière donc, de Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole et maire de Nantes. Patrice Bessac, maire de Montreuil et présidente de l'Association nationale des élus communistes et républicains. Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Auvergne Métropole. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP et directeur du pôle donc, Opinion et Stratégie d'entreprise, et Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Donc c'est avec plaisir et je vous remercie de votre présence pour ce temps. On va essayer de capter l'attention des quelques personnes qui sont restées dans cette salle après la passionnante plénière qui a eu lieu juste avant. Je vous garantis que celle-là va l'être aussi, pour ceux qui voudraient rester. Alors, cette 5e et dernière plénière s'inscrit dans un contexte particulier et inédit. Je ne vais pas vous refaire l'histoire et tout ce qui s'est passé dernièrement, mais ça a été marqué, entre autres, par une séquence politique sociale forte, majeure, qui a été le mouvement des Gilets jaunes, et sur laquelle vous avez pu échanger, débattre lors de la première plénière, qui s'appelait donc Gilets jaunes le jour d'après. Essentiellement aussi sur les revendications principalement sociales qui ont été mises sur la table dès le début de ce mouvement. Ensuite, vous avez, dans cette continuité, ce mouvement a aussi pointé une autre urgence, celle de l'urgence démocratique. Comment porter des revendications, des besoins d'expression entre deux élections, ce besoin de parler, d'échanger, de discuter, d'être entendu, reconnu. Et ça, c'est vrai que la question a été largement posée à travers ce mouvement et bien au-delà. Et vous avez pu en débattre d'ailleurs autour d'une plénière un peu particulière dans un format innovant, puisque c'était un grand procès, c'était le grand procès face aux crises, la Ve République coupable ou non coupable. Voilà. Il faut savoir aussi que dans la foulée, vous avez pu débattre, et ce n'est pas des moindres, sur l'urgence climatique, puisque ce mouvement s'est inscrit, on a été beaucoup marqué ces derniers mois par des interpellations de scientifiques, d'hommes politiques sur cette urgence climatique. Ça a été l'occasion d'ailleurs de la plénière qui a eu lieu ce matin face au dérèglement climatique, pas de temps à perdre. Urgence sociale, urgence démocratique, urgence climatique. Comment, à un moment donné, au triangle de tout ça, au cœur de ce triangle, des combats communs à gauche peuvent se mener. Et ça a bien été l'objet de la plénière à laquelle vous avez assisté juste avant. Et vous avez pu continuer à échanger sur ces sujets. Ça nous amène à cette dernière plénière, qui a pour titre, je vous le rappelle, municipal, clivage gauche-droite, point d'interrogation, qu'il existe encore. Et ça, c'était un vrai sujet, puisque on arrive là à un moment donné, on va être sur le premier terrain réel d'expérimentation, grâce au calendrier politique, avec ces municipales. Et vous allez avoir l'occasion d'échanger sur, est-ce qu'à un moment donné, au niveau politique, social, démocratique et écologique, comment ça se traduit concrètement au travers des politiques municipales. Il y a cette petite croyance qui s'est installée, une petite musique, un petit ressenti qui s'est installé, que ce clivage n'existait plus. Ça va même au-delà, certains l'ont théorisé et en ont fait d'ailleurs leur marque de fabrique. On parle de bipolarisation. Et il y a une espèce en tout cas, mon ressenti, c'est qu'il y a une espèce de petite confusion qui s'installe autour de tout ça.
Et c'est là que je me tourne vers toi, Frédéric Dabi, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Où en est-on réellement sur cette histoire de clivage gauche-droite? Alors, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Effectivement, quand on voit le titre de cette plénière, la fin du clivage gauche-droite, ma réponse abrupte, c'est non, absolument pas. Mais cette question est pour moi révélatrice de la confusion à l'œuvre depuis la séquence électorale de 2017, depuis le Big Bang de l'enchaînement présidentiel législatif, c'est-à-dire que cette séquence électorale a marqué la fin de la bipolarisation du champ politique, c'est-à-dire la domination depuis le début de la Ve République par les partis de gouvernement de gauche et de droite. Mais absolument pas la fin du clivage gauche-droite, qui est peut-être un peu moins dissible. Dans une enquête de l'IFOP pour le Parti socialiste, on voit que près de 3/4 des Français considèrent que la notion de gauche et de droite sont des notions dépassées. Mais pour autant, ils s'en servent comme grille d'appréhension du réel. Et dans toutes les questions que nous posons sur des thématiques sociales, la question de la justice, la lutte contre les inégalités, la question du rôle de l'État, d'interventionnisme économique, la question de l'écologie, et bien sûr les questions identitaires, on retrouve, bien sûr à côté de d'autres clivages, le clivage gros-petit, le clivage ouverture-fermeture, on a toujours la force de ce clivage gauche-droite. Mais si je reviens aux élections municipales, cette bipolarisation disparue a un impact, aura des conséquences sur les configurations de premier tour, à savoir un émiettement sans doute jamais vu des forces électorales qui se présenteront devant les Français les 15 et 22 mars prochains, si je ne me trompe pas, mais les élus me contrediront, et surtout de second tour, c'est-à-dire que ce qui était la règle dans les grandes villes le plus souvent, à savoir le duel de second tour, va sans doute devenir l'exception, et avec un ticket d'entrée pour le second tour qui n'est que de 10% des suffrages exprimés, cette règle de duel va sans doute laisser la place à des triangulaires, à des quadrangulaires, voire parfois, je ne sais pas s'il faut dire pentagulaire ou quinquagulaire, ça sera un vrai débat que les spécialistes auront pendant la campagne électorale. Alors, fin du clivage gauche-droite, non, mais clairement, le scrutin municipal constitue une des élections pour laquelle le clivage gauche-droite est traditionnellement atténué. On a tous en tête des villes qui ont voté nationalement pour un camp et qui vont voter aux élections municipales pour un autre. Bordeaux-Toulouse, qui votaient massivement à gauche, par exemple François Mitterrand, à l'élection présidentielle et qui ont réélu systématiquement les Alain Juppé, les Dominique Baudis, etc. Autre élément pour essayer de répondre à cette question, et c'est une diapositive d'une enquête de l'IFOP pour le Courrier des maires qui est particulièrement spectaculaire, sur les critères de choix. Qu'est-ce qui va compter dans son choix aux élections municipales? Qu'est-ce qui va être déterminant? Vous le voyez, à quel point l'étiquette politique des listes en présence arrive bas. Qui plus est, cette question avait été posée à l'identique en janvier 2014, qui plus est en net recul par rapport à 2014. Et je fais une petite parenthèse, c'est relégué très nettement par rapport au programme et au projet, qui pour la première fois dans ce type de questions devance le bilan. Tout se passe comme si les habitants avaient intériorisé la difficulté pour les maires maintenant de changer la vie, de transformer ce qu'on appelle les maires un peu fraîchistes, c'est-à-dire les maires bâtisseurs, ont laissé la place dans les attentes à des maires qui vont rassurer sur leur projet, sur la capacité des habitants à se projeter et à évoluer dans la ville d'ici 20 ou 30 ans. Donc on voit très bien sur cette question, sur les déterminants du choix, à quel point l'étiquette politique, et par là peut-être la refabrication d'un clivage gauche-droite, est particulièrement marginale. Le clivage gauche-droite est aussi atténué, c'est le deuxième point aux élections municipales, parce que c'est quand même, il faut le dire, et on l'oublie, et je dirais que les médias l'oublient trop souvent, l'élection de la plus grande stabilité. On considère 1000 villes de plus de 10 000 habitants, et la règle, ça reste quand même reconduire les sortants. Même en 2014, je rappelle des mauvais souvenirs, même quand la gauche perd 155 villes, je crois, aux élections municipales, il y a presque 3/4 à 80% des maires qui sont, ou des équipes municipales, quand le maire ne se représente pas, qui sont reconduites. Donc le clivage gauche-droite, il peut être réactivé, surtout dans des logiques de nationalisation du vote, dans des logiques de vote-sanction du pouvoir national. On l'a vu en 1977, favorablement à la gauche, ou en 2008. En 83, 2001 et surtout 2014, favorablement à la droite. Là, sans faire de projection, étant donné qu'Emmanuel Macron n'a quasiment pas de sortant,
quid de l'activation d'un vote sanction aux élections municipales de mars 2020. Dernier point, si j'ai un petit peu de temps, ce qui va être également inédit, c'est la manière dont les Français perçoivent les élus municipaux. C'est une diapositive que l'on va voir tout de suite. On sait très bien que c'est un rapport qui a connu une véritable mutation. On sait très bien que les élus municipaux sont les élus qui bénéficient de la plus grande confiance vis-à-vis des Français, que ce soit sur l'action. 63% dans une enquête IFOP pour le QE des maires, des Français des plus grandes villes sont satisfaits du travail accompli par leur maire. Mais là, on voit très bien, d'un côté, le maire est celui qui change la vie, celui qui transforme le quotidien, mais il ne faut pas se satisfaire de 63%. D'une part, ça veut dire qu'il y a un gros tiers qui se déclare mécontent. Surtout, l'évolution par rapport à une dizaine d'années montre une montée de l'exigence très forte des Français. On était à 72% il y a une dizaine d'années. On voit, et c'est la même chose sur la diapositive suivante, j'en aurais fini, sur l'incarnation. Là, c'était le travail accompli par la municipalité. Quand on regarde la cote de satisfaction vis-à-vis du maire, 61%, le président actuel à peine 34%. On voit très bien la différence, comparaison n'est pas raison, mais de confiance et de satisfaction à l'égard des élus locaux, mais on voit très bien que le niveau d'exigence des habitants a particulièrement augmenté. Ça sera un élément très important pour la campagne municipale. Quand on interroge dans une enquête de l'IFOP faite à la fin de l'année des maires sur ce qui explique le mieux les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mandat, ils ne citent pas la baisse des dotations, ils ne citent pas la charge de travail, ils ne citent pas l'intercommunalité, ils citent en premier le niveau d'exigence de leurs administrés. Je vous remercie. Gilles, je me tourne vers toi par rapport à cette question et plus largement par rapport à ce qu'a dit Frédéric. Comment les Français se positionnent d'après toi dans ce clivage? C'est quoi les ressorts, les ressentis, les besoins qui peuvent s'exprimer selon toi? Merci Sandra, bonjour à vous tous. Je vais répéter ce qu'a dit Frédéric, peut-être avec des ponctuations un peu différentes, mais je vais répéter. Beaucoup d'entre vous ont dû lire il y a quelques années les mémoires de Simone Signoret, dont le titre était « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Je ne sais pas si le clivage gauche-droite est une nostalgie, j'y reviendrai, mais ce qui est sûr, c'est que le clivage gauche-droite n'est plus ce qu'il était. Et que c'est quand même par là qu'il faut avoir la lucidité de commencer. Il y a une quarantaine d'années, il y avait une forme d'absolutisation du clivage qui couvrait un champ infini et qui marquait une opposition radicale entre les deux camps. Aujourd'hui, à l'évidence, ce clivage a été relativisé par la pratique du pouvoir. Il a été lézardé par l'irruption à l'intérieur de la gauche et de la droite d'un certain nombre de questions, et notamment de la question européenne. Et il a été à plusieurs moments transcendé lorsqu'il a fallu se rassembler, notamment contre l'extrême droite. Ce faisant, d'un point de vue électoral, ce qui a caractérisé, je crois, la séquence depuis les élections présidentielles de 2017, c'est que le clivage gauche-droite, qui était le clivage structurant, a été secondarisé. Et il est extrêmement frappant de constater que, quand on regarde l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, il n'y en avait que deux sur la totalité, Benoît Hamon et François Fillon, qui se revendiquaient comme clivage principal du clivage gauche-droite. Par ailleurs, quand on regarde l'opinion, je reprends en le mettant en perspective le chiffre qu'a cité Frédéric, au début des années 80, les 2/3 des Français considéraient que le clivage gauche-droite était un clivage pertinent. Aujourd'hui, les 3/4 d'entre eux considèrent qu'il est dépassé. C'est quand même des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Et ça, ce qui est vrai au niveau local, d'une certaine manière, l'est presque davantage, et depuis longtemps, au niveau municipal, où chacun l'a vécu. Il y a une localisation des enjeux, une personnalisation des campagnes et, sur un certain nombre de sujets, une standardisation des politiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le clivage gauche-droite n'est plus qu'une nostalgie?
Eh bien, là non plus, je ne le crois pas et je pense que ça serait une grave erreur que de le penser, là aussi en faisant la part du national et du municipal. Au niveau national, lorsque vous interrogez les Français, non pas sur le point de savoir s'ils considèrent que le clivage est dépassé, mais sur la manière dont eux-mêmes se positionnent, acceptent de se positionner sur une échelle de gauche à droite, 80-85% d'entre eux le font. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est pour eux-mêmes, même s'ils trouvent que ce clivage a perdu de la lisibilité dans la vie publique. Deuxièmement, quand on regarde, y compris pendant toute la séquence présidentielle, à l'aune de cet auto-positionnement sur une échelle gauche-droite, ce que les Français pensent sur la plupart des grands sujets. Ce qui est très frappant, c'est que l'idée qu'il y a une convergence des extrêmes, que ceux qui se positionnent très à gauche ou très à droite finissent par se rejoindre, est un leurre. Sur ce sujet-là, la Terre est plate. Et de la même manière, l'idée qu'il y a une convergence des modérés qui, sur tous les sujets, penseraient la même chose, c'est également, de la même manière, une erreur. Enfin, et ça a été trop peu souligné, et ça a été pour moi un élément très intéressant lorsque je me suis plongé dans ces données. Dans cette élection présidentielle qui, plus que tout autre, a secondarisé le clivage gauche-droite, quand on regarde quel est le déterminant principal du vote, ce qui permet, parmi tous les critères dont on dispose, de prédire avec le plus de certitude le choix. Ça reste, et de loin, l'auto-positionnement sur une échelle gauche-droite. La manière dont on s'auto-positionne, la manière dont on positionne les candidats, à soi seul, ça explique plus de la moitié d'un vote. Quand on regarde par rapport à l'ensemble des autres critères, aucun n'est plus explicatif. Enfin, du point de vue municipal, la continuité qu'évoquait Frédéric, elle est vraie pas seulement d'une élection sur l'autre de 2009 par rapport à 2014, même quand on s'inscrit dans une perspective plus longue sur les 30 dernières années. De 1983 à 2014, le Centre d'études de la vie politique française a fait une grosse enquête là-dessus sur l'ensemble des 236 villes de plus de 30 000 habitants. Plus des 2/3 d'entre elles n'ont connu soit aucun, soit un changement de la gauche vers la droite. Donc, la culture politique, c'est quelque chose qui existe. Une fois que j'ai dit ça, pour terminer, parce que je ne veux pas simplement dire c'est plus que c'était, mais quand même ça existe un peu. Quelle conclusion on doit tirer, je crois, de tout ça? Très vite. Il y a un nouveau mode de politisation. Ça veut dire que l'addition des étiquettes, l'invocation d'un camp, la répétition des mots magiques de la gauche, ça ne suffit plus. Il faut partir de combats, de causes précises et accepter une forme de personnalisation à la fois individuelle et collective. Parce qu'on est passé d'une politisation par l'idéologie à une politisation par la biographie, c'est-à-dire parce que chacun vit et parce que chacun voit. Deuxième conclusion, nous sommes dans un nouvel état de la démocratie, ce que j'ai proposé d'appeler la démocratie à l'état gazeux, qui se caractérise par son instabilité. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement penser dans une campagne au lancement, il faut au moins autant penser à la fin, parce que tout se joue, beaucoup se joue dans la dernière semaine et parfois même dans les derniers jours. Et que cette démocratie à l'état gazeux est une démocratie qui plus est, qui est informe. Je crois qu'une des tâches qui doit être la nôtre collectivement, c'est de lui redonner de la lisibilité avec cette idée que à chaque élection, il y a une vérité qui est une vérité différente. Et ça, c'est un élément très important par rapport à la période antérieure. Dernier mot, plus sous forme, non pas de conclusion, mais plus d'espoir. Peut-être y a-t-il aussi une nouvelle dynamique géographique. Au début des années 70, après Épinay, on est parti du programme commun national et c'est ça qui a irrigué le local. Peut-être que cette fois-ci, on est en train de faire le chemin inverse, partir de combats et de pratiques communes au niveau local et après les imposer au national. Merci. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir posé un peu le cadre général de cette plénière. Je me tourne vers Madame le maire, présidente, messieurs les maires, donc Johanna, Patrice, Olivier
Première réaction là, à ce cours que ça génère chez vous, d'avoir entendu ce que Frédéric et Gilles ont partagé. Il me semble que c'est d'abord un écho direct avec ce qu'on vit et ce qu'on ressent les uns et les autres sur le terrain. Vous avez commencé en disant que poser la question avait déjà le mérite de clarifier un peu les choses. Parce que est-ce qu'on parle du ni gauche ni de droite? Est-ce qu'on parle du et de gauche et de droite? Déjà, c'est pas la même chose. Quelle est la part de l'effet de mode, de la tendance, dont à mon sens la politique doit toujours se méfier, et de quelque chose qui serait plus profond? Ce qui est certain, c'est que quand on est maire d'une ville, que ce soit une petite ville ou une grande ville, on est conscient de la diversité des situations. Il y a 35 000 communes dans notre pays, il y a quasiment 35 000 réalités différentes. Et puis la part du projet, la part de l'incarnation compte aussi. Il en demeure pas moins que dans un grand nombre de communes, il y aura plusieurs listes. À partir du moment où il y a plusieurs listes, il y a offre politique. Et à partir du moment où il y a offre politique, il y a clivage, puisque derrière, il y a décision. Moi, il me semble que ce qui est impératif, c'est que nous, ici, on soit capable de dire que le clivage gauche-droite aujourd'hui, il ne se pose pas comme il se posait il y a 40 ans. Évidemment que le débat des valeurs, il est toujours présent, mais vouloir transposer nos schémas anciens sur les schémas d'aujourd'hui, à mon sens, ce serait une faute politique extrêmement lourde. Et puis après, je crois qu'on a une responsabilité. C'est considérer que ce serait la fin du clivage gauche-droite, quand on a un homme de gauche ou une femme de gauche, ce serait dire, d'une certaine manière, que les élus, à l'échelle locale, voire à l'échelle nationale, ne sont plus en situation d'avoir d'impact sur la lutte contre les inégalités. Et moi, je crois profondément que ce dont souffre la politique, ce que me dit la boulangère dans les quartiers, ce que me disent les mamans ou ce que me disent les salariés, c'est que leur question d'aujourd'hui, c'est: est-ce que la politique a encore un impact? Est-ce que la politique sert encore à autre chose? Et notre responsabilité à nous, c'est de faire la démonstration que oui, la lutte contre les inégalités, on est capable d'y apporter des réponses d'aujourd'hui, des réponses de demain. Mais la simplicité, le simplisme de la fin du clivage, on voit bien qu'à l'épreuve des faits, il ne marche pas. Oui, moi je dirais qu'au fond, on est en train de se tromper de discussion, et je pense que Frédéric et Gilles l'ont démontré. Ce n'est pas tant la fin d'un clivage que sa mutation sous d'autres formes. Et l'intérêt aujourd'hui de ce rassemblement et d'autres qui devront venir, c'est qu'en fait notre enjeu, c'est de redéfinir ce qui va faire clivage. Dans l'histoire de la République et dans l'histoire de la France, être de gauche et être de droite, c'était pas la même chose entre 1789, 1889 ou 1989. Doit-on rappeler que même avant l'affaire Dreyfus, il y avait un antisémitisme de gauche, par exemple. C'est pour dire à quel point des valeurs peuvent évoluer. Et donc aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est pas l'effacement de ce clivage, c'est la mutation et les valeurs sur lesquelles nous allons devoir recomposer un clivage entre ceux qui pensent qu'au fond, il y a non pas le mouvement, mais les émancipateurs et ceux qui considèrent que le conservatisme et le libéralisme suffisent en eux-mêmes pour faire évoluer positivement notre société. Et si on pense que ce débat n'est que national, alors on se trompe, parce que la réalité, c'est que dans nos territoires, à l'échelle locale, nous vivons les mêmes enjeux. Quand on discute d'écologie, quand on discute de rénovation urbaine, quand on discute dans nos compétences scolaires sur la question de la justice vis-à-vis des enfants des classes populaires, sur la détermination sociale, quand nous élaborons des politiques publiques culturelles, eh bien, évidemment, nous nous inscrivons plutôt dans le camp de l'émancipation que dans le camp du laisser-faire des libéraux. Et c'est pour ça que je pense que le travail n'est pas tant de dire, voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est tactique pour ceux qui veulent le dire, de dire ça n'existe plus, c'est plutôt à nous de faire le travail intellectuel pour redonner les valeurs qui vont réorganiser le clivage gauche-droite dans ce pays. D'abord, j'aimerais dire que je suis heureux d'être parmi vous, comme maire communiste, parce que je pense que pour qu'existe un clivage gauche-droite, il faut qu'il y ait des maires de gauche. Et donc, il faut qu'on se parle. Et c'est bien d'être là. Ça fait du bien. Moi, je pense que si on est en train de discuter de la disparition, de la difficulté avec le clivage gauche-droite, c'est parce que, aux yeux d'un certain nombre de nos concitoyens, il a disparu à un moment donné. Et sans doute aussi parce que, de temps en temps, nous avons ânonné. Tu disais ça tout à l'heure, tu disais les mots magiques, on parle des mots magiques et finalement, on ne parle plus de quelque chose qui est en rapport avec la vie des concitoyennes et des concitoyens. Je prends un exemple concret. Lisbonne, ils avaient des personnes sans domicile fixe partout. Ils ont
ils n'ont pas choisi la voie de la répression. Ils ont choisi d'ouvrir des casiers solidaires, de loger les personnes, de faire de l'accompagnement social. Et en quelques années, ils ont réussi à faire baisser radicalement le nombre de personnes jetées à la rue. Si je prends cet exemple-là, c'est parce que Montreuil, comme d'autres villes de gauche, nous avons développé cette même politique de casier solidaire, d'accompagnement social qui permet aujourd'hui de remettre des gens dont on disait que jamais ils pourraient retourner dans un logement normal et au travail, dans un logement normal et au travail. Et donc, je pense que ce clivage, il faut au fond lui donner une créativité contemporaine. Je prends un deuxième et dernier exemple. Nous savons aujourd'hui que les villes, nous sommes responsables au moins pour 40% de ce qui peut se faire de bien en matière de changement climatique. Sur cette question, par exemple, nous avons directement, à l'échelle des municipalités, une responsabilité. Et le clivage aujourd'hui, quand je regarde les plans vélo, quand je regarde la politique de rénovation dans les quartiers, je suis forcé de constater qu'il existe. Je vous remercie pour cette première réaction. Frédéric J, je me retourne vers vous. Qui veut commencer par rapport à cette histoire de mutation, de lien avec les valeurs, de ce clivage qui est en train d'évoluer. Quelle invitation vous aimeriez faire justement à nos maires ici présents pour accompagner cette transformation sur les valeurs au regard des études, des analyses que vous avez pu pousser? Quelle invitation vous auriez envie de leur faire? Alors, je ne vais pas faire une invitation, mais je voudrais quand même réagir. Johanna disait quand il y a plusieurs listes, et évidemment, il y aura plusieurs listes, et il y aura même sans doute beaucoup de listes dans beaucoup de villes, il y a clivage. Et c'est vrai. Et c'est le propre de la démocratie que d'accepter et d'organiser la vie autour de clivage. Mais, et ça a été vrai aussi à l'élection présidentielle, il y a une bataille pour savoir quel est le clivage qui va structurer le débat. Et ça, c'est loin d'être acquis que ce soit le clivage gauche-droite qui soit le clivage structurant. Pendant la campagne présidentielle, chacun s'en souvient, Marine Le Pen disait le clivage, c'est entre les mondialistes et les patriotes. Emmanuel Macron disait c'est entre les patriotes et les nationalistes, ou les progressistes et les nationalistes. Jean-Luc Mélenchon disait le clivage est entre le peuple et l'oligarchie. Donc il y a une bataille pour imposer un clivage. Une fois qu'on a dit ça, si on essaye, si on considère que le clivage gauche-droite, ce qui est mon cas, est le meilleur ou le moins mauvais des clivages, il doit y avoir mutation, parce que s'il n'y a pas mutation, il y aura disparition, parce que ce clivage ne parlera plus à personne. Mais je termine par là, il ne s'agit pas seulement de définir un clivage, il ne s'agit pas seulement de tracer une frontière, il s'agit aussi, pour nous, et il faut le garder en tête, de reconquérir un espace. Parce que, encore une fois, lorsqu'on interroge les Français sur la manière dont ils s'auto-positionnent sur une échelle gauche-droite, depuis 30 ans que je suis ces questions-là, eh bien, jamais la gauche n'a été à ce point minoritaire. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'imposer un clivage qui, au bout du compte, conduirait à une opposition indéfinie. Donc, il y a un gros travail de reconquête de l'espace. Oui, deux petits points par rapport à ce qui a été dit. Premièrement, Johanna Roland et Olivier Bianchi ont parlé de la lutte contre l'inégalité. Et c'est vrai que c'est vraiment une thématique sur laquelle il y a un marqueur entre les Français qui se positionnent à gauche et ceux qui se positionnent à droite. Il y avait un vrai marqueur sur les services publics. Ce marqueur s'atténue, puisque même chez les personnes qui se considèrent comme de droite, notamment dans les petites communes, notamment dans les villes de taille moyenne, il y a le sentiment que la défense des services publics, ou plutôt le recul à contrario des services publics, c'est le signe du départ de l'État, du désengagement de l'État. Et il y a désormais un affadissement du clivage gauche-droite sur cette thématique, alors qu'elle ne l'est pas du tout sur la question des inégalités. Et plus largement, oui, j'entends bien cette notion de mutation du clivage gauche-droite. Revenons peut-être à ce qui a fait qu'il a muté. C'est quand même avant tout les déceptions, c'est tellement en fait évident que personne ne l'a dit, liées à l'exercice du pouvoir, par la droite et par la gauche. Ce récit que nous ont fait les Français depuis 10 ans dans nos enquêtes qualitatives, les Français de droite, Sarkozy nous a beaucoup déçus
Hollande, c'était pire, et les Français de gauche. Sarkozy, c'était une catastrophe, et pour autant, il n'y a pas eu de vraie différence lorsque la gauche était au pouvoir. C'est la non-différenciation entre une politique de gauche et une politique de droite, et ces déceptions liées à l'exercice du pouvoir qui ont conduit à un parti qui refusait l'UMPS de gagner quasiment tous les scrutins intermédiaires de la période 2014-2015, sous le quinquennat de François Hollande, et à l'élection présidentielle, divine surprise, si je puis dire, permettant la défaite du Rassemblement et du Front National et de Marine Le Pen, quelqu'un qui s'est déclaré ni gauche ni droite et gauche et droite. Je vous remercie. Dans ces enjeux que je posais juste en introduction très très rapidement, là, qui ont parsemé ce campus 19 autour des enjeux sociaux, écologiques, démocratiques, vous parliez de mutation des valeurs, de devoir faire évoluer ce clivage. Concrètement, comment ça s'incarne dans une municipalité? En quoi c'est différent de vous entendre un peu aussi là-dessus, puisque certains doivent le savoir, sont dans des municipalités, mais qu'est-ce qui fait la différence réellement pour vous en tant que maire? Olivier, tu démarres là-dessus? Je ne sais pas si je vais répondre immédiatement à cette question, parce que je voudrais essayer je pense que c'est des combats communs que nous allons mener, notamment avec nos majorités plurielles, en tout cas telles que nous les avons conduites pour notre part depuis au moins 2014. Mais avant d'arriver à ces combats communs, je voudrais quand même redire 2-3 choses sur le fait que, d'abord, il y a un contexte d'effacement, et il faut qu'on essaye de comprendre s'il y a des gens qui peuvent théoriser qu'il y a un effacement, c'est qu'il y a quand même des éléments sur lesquels ils s'appuient, et je pense qu'il faut quand même qu'on les diagnostique, justement pour les combattre. Ce contexte d'effacement, il faut bien comprendre que c'est un mirage et c'est un danger. Et je vais essayer de dire en quoi c'est un mirage et un danger, avant peut-être de répondre pleinement à ta question. Le contexte d'effacement, il est d'abord venu de la société complexe dans laquelle on est, des questions qu'on nous pose qui sont de plus en plus difficiles à trouver, et du coup, d'une forme de réponse qui est liée à ce qu'on a appelé dans un jargon la gouvernance, c'est-à-dire la tentative d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun permettant de régler ces choses-là. Et de fait, au fond, la dépolitisation des gestions publiques ont généré cette idée qu'il y avait un contexte d'effacement. Il y a un deuxième phénomène qui n'est pas lié, je reviendrai sur le Big Bang macronien tout à l'heure, mais qui est un deuxième contexte qui a commencé, mais qui prend une place de plus en plus forte, notamment depuis 2014, c'est ce mouvement intercommunal. Puisque c'est des EPCI, que ces établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas directement élus au suffrage universel. Elles nécessitent donc un travail de négociation permanente par les exécutifs dans une métropole. Je peux vous dire que c'est un travail quasi à temps plein pour obtenir des consensus permanents. Et ces consensus permanents sont liés au fait qu'un maire, chaque maire vaut l'autre et qu'il faut trouver. Simplement, avec les réformes que nous avons connues lors du dernier quinquennat, ces EPCI ont pris une dimension extrêmement forte. Et je rappelle que dans les métropoles, les compétences que nous avons vont de l'urbanisme à l'économie, en passant par le développement durable, les mobilités, le logement, quasiment l'ensemble de la vie quotidienne de nos concitoyens. Il n'est donc pas possible, parce que ça nourrit le contexte d'effacement, pas possible de continuer à avoir un système qui n'est pas élu au suffrage universel. Parce que le retour du suffrage universel mettra de la compétition politique et donc à nouveau des débats de clivage entre les deux visions qu'on peut avoir de ce territoire intercommunal. La troisième raison, à mon avis, de ce contexte d'effacement, c'est évidemment, au fond, le ralliement des élus au Big Bang macronien. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, on peut changer d'étiquette en permanence et que donc tout se vaut. Et c'est donc le cheval de Troie de cette opération de Macron, disant au fond, il n'y a plus de gauche et il n'y a plus de droite. Je peux faire à moi tout seul l'ensemble des choses, je serai à la fois de gauche et à la fois de droite. Moi, je veux nous interpeller sur, et j'en viens au mirage, c'est à la fois un piège et un mirage. C'est un piège évidemment politique, parce que quand il n'y a plus de conflit, la démocratie, c'est le conflit. La démocratie, c'est la compétition. La démocratie, c'est le clivage. Si vous n'avez plus de clivage fabriqué, et s'il est autogéré par un mouvement appelé gazeux, dans lequel une seule personne dont la légitimité est quand même compliquée à donner, qui décide ce qui est à faire ou à ne pas faire. Vous n'avez plus de clivage, certes, mais vous n'avez plus tout à fait un système démocratique. Et donc, le résultat de cela, c'est que nous le voyons, d'ailleurs, en trouvant qu'au fond, les politiques ne sont pas si de gauche que cela, et qu'elles sont essentiellement libérales actuellement au gouvernement. Le risque avec ces élections municipales, puisque c'est le sujet,
c'est que c'est aussi un risque de forme. C'est-à-dire que ceux qui nous disent « attention, les municipales, c'est la fin du clivage gauche-droite », ils veulent dupliquer le système national tel que nous le vivons par l'État dans nos territoires. J'ai cette formule souvent, comme on parlait des préfets au petit pied, des empereurs au petit pied en parlant des préfets. Les gens veulent des Macron maires au petit pied, c'est-à-dire dans les territoires, comme ça, des gens qui ne seront plus tenus à aucun clivage et qui détermineront ce qui, au fond, est le bien ou le mal, ou ce qui doit être fait par les territoires. Je pense que c'est une catastrophe, parce que cette anomie politique qui se profile va générer des grandes tensions, puisque quand vous n'avez plus l'opportunité de débattre politiquement dans l'arène démocratique et que vous avez des conflits, et bien ces conflits deviennent extrêmement violents et qu'au fond on pourrait avoir, ça serait le corollaire, des gilets jaunes locaux qui se battraient sur ces politiques territoriales telles qu'elles sont faites. Donc c'est un mirage et un piège sur la forme. Et puis c'est un piège et un mirage sur le fond, parce qu'en réalité, même si de temps en temps nous pouvons trouver des accords et qu'il y a des nuances, et qu'on peut considérer que sur certaines politiques publiques, il n'y a plus de grands débats. Mais en réalité, sur les grands enjeux de nos territoires aujourd'hui, il y a encore des débats. Sur les politiques écologiques, sur les moyens que nous allons devoir mettre en matière de transition énergétique, en matière de protection de la biodiversité, sur les débats que nous allons avoir dans les années qui viennent, brutaux sur la place de la voiture en ville, sur les mesures que nous devrons prendre en termes de rénovation urbaine et des logements notamment. Il y a des différences. Sur le logement social, il y a énormément de différences. Je peux vous dire que sur une métropole, on voit bien, là aussi, les territoires qui ont fait le choix de cette mixité et les territoires qui l'ont refusé. Et ça crée des ghettos géographiques extrêmement lourds. Donc la réalité, c'est que sur un certain nombre de sujets, il y a encore des clivages. Deuxième sujet pour lequel, pour moi, il y a un clivage essentiel, c'est aujourd'hui, et je le dis, c'est la question de la fiscalité. Parce qu'en réalité, il va y avoir des débats, derrière ça, de libéraux, qui vont nous expliquer qu'au fond, il n'y a plus besoin, on peut faire des économies et mieux gérer les services publics locaux, c'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer qu'ils sont des bons gestionnaires, et ils vont taper sur les services publics locaux. Là, il y aura un vrai clivage. Et donc, il faut que nous arrivions à... comment dirais-je, empêcher que ces questions centrales ne soient pas posées dans le débat politique. Pour finir, puisque j'ai bien vu les signes que nous étions discrets, mais c'est quand c'est discret, comme ça on le dit à tout le monde. On gagne quelques secondes. Je voudrais conclure sur, du coup, ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est les combats communs. Et je vais d'abord l'illustrer par un résultat électoral à Clermont-Ferrand qui peut-être nous dira les choses. En 2014, au premier tour, la liste que j'ai conduite avec l'ensemble des partenaires de cette gauche, les communistes, les socialistes, les radicaux, le mouvement républicain et citoyen, les écologistes, a fait au premier tour 31% en 2014. Aux élections européennes, même si on ne peut pas comparer, toute cette famille a été explosée. Alors évidemment, nous n'avons pas fait les scores que nous estimions les uns et les autres dans cette représentation. Mais quand on additionne les scores de cette majorité municipale, aux européennes, elle a fait 32%. Alors il n'y a pas effacement du clivage gauche-droite. Le rapport de force est resté le même, cette ville est toujours à gauche. Simplement, l'explosion des familles d'incarnation politique a généré cette difficulté. Le macronisme n'a pas, pour le coup, percé. C'est ça qu'il faut entendre. Et du coup, puisqu'il représente l'essentiel de ce que faisaient, puisque chez nous c'est beaucoup des modems qui sont en marche, ce que faisaient le modem aux élections de 2014. À quelques encablures près, c'est la même chose. Donc en réalité, il y a une permanence dans le corps électoral, parce qu'il y a une permanence des cultures politiques. Simplement, il y a eu une explosion. Et donc je pense que l'enjeu pour les maires que nous sommes, c'est de rassembler largement tous ceux qui veulent conduire ces combats communs. Et c'est à la fois évidemment l'ensemble des forces des gauches, moi j'aime bien ce pluriel, des gauches, mais c'est aussi d'être capable d'ouvrir, parce qu'il y a un nouveau mode politique qui s'ouvre, à une société civile qui a envie d'intervenir par-delà les partis politiques. Nous avons monté à Clermont-Ferrand un laboratoire démocratique. Pendant 1 an, des personnes qui n'étaient pas encartées, qui n'avaient pas eu d'expérience politique, ont participé à élaborer ce que pourrait être le projet. Ils devraient nous rendre en septembre un livre blanc pour Clermont-Ferrand, et ça fera partie, au même titre que les forces de gauche traditionnelles, de l'apport de notre projet. Et donc, les combats communs, je termine, c'est pour moi la décentralisation et la place
des pouvoirs locaux par rapport à la déconcentration et à l'État. Les combats communs, c'est les services publics locaux pour lutter contre les inégalités et pour réussir l'émancipation de nos concitoyens. Et puis, parce que c'est là aussi où nous avons un vrai clivage avec une partie de ces gens-là, c'est redonner la place aux citoyens dans nos territoires par la démocratie participative et contributive. Patrice, quelques mots. Comment ça s'incarne chez toi? D'abord, j'aimerais dire que quand j'ai été élu, j'ai été élu en 2014, j'ai eu un tas de boîtes qui sont venues me voir, mais vraiment beaucoup. Et j'ai découvert un fantasme. C'est le fantasme du maire dans un cockpit pilote d'avion qui va tout monitorer par reporting, que venaient vendre des boîtes de tech que certains d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent. Et au-delà de l'anecdote, je pense qu'il y a une technicisation, tout ce qui tourne autour de la gouvernance, qui s'est emparé d'un certain nombre d'esprits, d'exécutifs locaux, jusqu'à faire disparaître la fonction politique. Et ça renvoie à un fantasme profond, qui est l'idée qu'on va pouvoir gérer les êtres humains comme extension finalement d'une machine bien organisée. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois aux êtres humains, dans leurs difficultés, dans leurs contradictions, dans leur vie un peu bouillonnante. Et donc, du coup, moi, je trouve que là où nous faisons la différence, vraiment, c'est là où nous permettons localement aux gens, finalement, de se retrouver, de reprendre leur vie en main, de reprendre possession d'eux-mêmes d'une certaine manière. Je vais être concret dans un instant, mais je veux y insister une seconde. Il y a tellement de réseaux sociaux, techniques de l'attention, toutes les 9 secondes, être mobilisé par autre chose, rentrer chez soi, être seul, être dans un boulot qui nous oblige en permanence à reporter chacun de nos actes. Il y a des milliers de nos concitoyens qui sont seuls, profondément seuls, y compris quand ils sont accompagnés avec des enfants, etc., qui sont seuls au moment de manger, qui sont seuls en se couchant. Et pour moi, une des fonctions des villes, et c'est pour ça qu'à mon sens, le métier de maire, le métier de conseiller municipal, d'adjoint, c'est un truc fantastique, c'est extraordinaire comme responsabilité. À mon avis, une des fonctions des villes, c'est de permettre que là, au moins, il y ait de l'harmonie, de la rencontre, du partage, de la vie commune qui se crée. Et de ce point de vue, quand je regarde une série de politiques municipales, il y a des choses qui font clivage et qui font différence. Quelque chose de simple. Est-ce que nous considérons qu'il faut que les Français vivent ensemble ? Est-ce que nous considérons que des gens d'origine sociale, d'origine supposée, etc., de toutes leurs différences, doivent vivre ensemble ou doivent vivre côte à côte et enfermés chacun dans leur bulle ? Cette question-là traverse toutes les politiques des villes. Moi, je pense qu'il faut se battre comme des chiens pour la mixité sociale, pour imposer dans tous les nouveaux programmes un pourcentage de logements sociaux, un pourcentage de logements étudiants, pour réduire l'écart qu'il y a entre le prix libre dans l'accession à la propriété et faire aussi de l'accession sociale à la propriété, et ça sur le même îlot, pas les uns d'un côté et les autres de l'autre côté. Je prends un deuxième exemple. Toutes les études sur les personnes migrantes disent la même chose. Mieux on parle le français, mieux on est avec ses voisins, ses voisines et dans sa vie. C'est le constat de l'État depuis maintenant des années et des années. À Montreuil, nous avons 1000 personnes qui chaque année passent par des cours de français. On a 125 nationalités différentes. Quand je regarde par exemple le nombre de villes qui donnent des cours de français, qui permettent donc un dispositif d'intégration, je suis désolé, c'est des villes de gauche en immense majorité. Et c'est un clivage, à mon sens. Je prends un troisième exemple qui est la manière dont on conçoit un certain nombre de services publics. Et à mon avis, il y a des choses contemporaines à inventer. À Montreuil, par exemple, on a eu pas juste nous, c'est une histoire de plusieurs municipalités,
le culot d'ouvrir le plus grand cinéma d'art et d'essai public d'Europe. Tout le monde nous disait, vous allez échouer. On est aujourd'hui à 1 million d'entrées sur ce cinéma, qui c'est le cinéma Le Méliès. On a maintenant des premières de qualité de grand public qui se font à Montreuil. Et on est en train de faire la démonstration, il faut que j'arrête, et on est en train de faire la démonstration que des centres de santé de nouveaux types, des cinémas publics, une meilleure alimentation pour nos enfants dans les cantines, en se servant du levier des cantines aussi pour peut-être offrir des nouveaux modes d'approvisionnement pour des supermarchés coopératifs, pour d'autres manières. C'est possible, et en plus, ça peut même parfois être plus qu'acceptable financièrement, c'est-à-dire être supportable pour la collectivité. Donc je pense qu'il y a au fond aussi parfois quelques renoncements, quelques impasses que nous avons eues dans le passé qu'il faut revisiter de manière contemporaine, dans une créativité contemporaine, et peut-être qu'on redécouvrira que c'est possible, que c'est possible. Je finis ma phrase. Vous avez vu que cette plénière était bien préparée au niveau timing et tout. C'est impeccable. Hein. Johanna, quelques mots? Non, dans la suite de ce qui a été dit par les uns et par les autres, on voit bien que la question qu'on se pose les uns et les autres, c'est aussi celle de l'interaction entre ce qui va se passer aux élections municipales et notre capacité ou pas à réinventer la gauche de demain. Parce que bien sûr que je souhaite de tout mon cœur qu'Olivier gagne à Clermont, que Nathalie gagne à Rennes, ou que je gagne à Nantes, ou que tu gagnes à Montreuil. Mais notre sujet, il va au-delà. Le sujet, c'est est-ce que collectivement, la gauche et les écologistes, dans leur diversité, sont capables ou non de faire une offre politique qui correspond et à nos valeurs et aux attentes de la société moderne d'aujourd'hui. Et moi, je crois que de ce point de vue, les municipales peuvent constituer une étape importante. On a parlé du récit, de la narration, pour reprendre le terme de la table ronde précédente autour de la fin du clivage gauche-droite. Eh bien, moi, je forme le vœu, et un peu plus que le vœu, que les municipales soient la première étape d'un nouveau récit, d'une nouvelle narration, d'une capacité que nous aurons à faire offre politique renouvelée. Pour cela, il me semble qu'on a besoin de 3 choses. La première, c'est la clarté sur les valeurs. J'insiste sur ce point, tu l'as dit, et je crois que c'est indispensable. La deuxième, c'est un cap stratégique qui soit clair. Pour moi, c'est la sociale écologie pour tous, et j'y reviendrai parce que, je le dis aussi, je crois que sur ce sujet, nous ne sommes pas encore, y compris nous, socialistes, au bout du chemin. Et puis la troisième, c'est aussi quand même un renouvellement profond de nos pratiques politiques. Oui, moi je crois qu'on peut inventer la gauche de demain sur nos territoires. Pas simplement parce qu'on le fait tous les jours, mais parce qu'il faut revendiquer que nos municipalités ne sont pas simplement des lieux de gestion. Cette mythologie est née un peu. Il y a eu cette petite musique en 2014 de dire les grands-mères, les maires bâtisseurs, c'est fini. Et parce qu'il n'y a plus de maires bâtisseurs, finalement, le sujet, c'est la gestion. Moi, je crois que la question, elle ne se pose pas du tout de cette manière. La question, est-ce que c'est sur tous les sujets de la vie quotidienne, éducation, santé, alimentation, petite enfance, culture, développement économique, emploi, est-ce qu'on est capable d'apporter des réponses qui sont conformes à nos valeurs? Dans une société en mutation, et de ce point de vue, il me semble qu'un des plus grands défis, c'est effectivement celui de la transition écologique. Et là, je crois qu'on a besoin de dire les choses clairement. Moi, je crois que l'avenir de l'écologie est à gauche. Parce que notre responsabilité collective, c'est de lutter contre les inégalités et contre les déterminismes sociaux. Je crois que l'avenir de l'écologie est à gauche parce qu'on n'oppose pas la biodiversité sociale et la biodiversité environnementale. Je crois que l'avenir de l'écologie est à gauche parce que c'est créateur d'emplois et d'emplois pour tous, durables et de qualité. Mais si on veut ça implique d'abord de continuer les discussions comme on les a eues tout à l'heure sur les combats communs. Et je le dis par exemple à mes amis écologistes. L'illusion de la capacité à gagner seul, pas simplement gagner d'un point de vue électoral, mais gagner la bataille des idées, gagner la bataille des solutions, gagner la bataille des réponses, je crois que c'est du temps perdu pour nous tous. Quant à nous, les socialistes, on doit continuer notre part de boulot intellectuel. Je crois que le parti a commencé ce chemin, mais on doit aller au fond des débats entre nous. Je pose un sujet, le rapport à la sobriété. Est-ce qu'aujourd'hui on dit qu'on est pour une croissance durable ? Qu'on est pour la décroissance? Bien sûr que non. Quand on est en responsabilité d'une grande ville, on veut des emplois pour tous. Mais moi, j'assume de dire que je suis pour une sobriété
Ça veut dire qu'on doit demain, dans l'avenir, consommer moins et partager mieux. Parce que derrière, c'est la question des inégalités. Derrière, c'est la question de l'accessibilité du plus grand nombre à l'alimentation. Derrière, c'est la question de l'accessibilité du plus grand nombre à la santé. Moi, j'ai pas envie d'une écologie pour Bobo Happy Few qui boivent du thé matcha pendant que toute une partie de la population pourra jamais aller à la MAP parce qu'à la fin de la semaine, le prix dans le panier, c'est pas le même. Ma gauche à moi, mon écologie à moi, c'est pas celle-là. Et ça, je crois que c'est vraiment une bataille des idées, une bataille culturelle que nous avons amenée. Nous, on est la gauche sociale, écolo et entrepreneuriale. Et je crois que cette démonstration-là, on est plein à la faire sur nos territoires tous les jours. Je voudrais peut-être juste donner 3 exemples que je porte avec mon équipe plurielle et diverse à Nantes. Le premier sur cette question de la transition écologique, parce que je pense qu'on doit revendiquer de mettre la transition écologique au service de la lutte contre les inégalités. À Nantes, en 2020, 50% des logements sociaux sont chauffés aux énergies renouvelables, parce que c'est mieux pour la planète et mieux pour le pouvoir d'achat. Quand on fait ça, on fait un choix d'une écologie de gauche, d'une écologie populaire. On a lancé un grand débat sur la transition énergétique, on a eu 53 000 personnes qui ont participé. On dit toujours, oui, mais dans ces moments-là, les exclus, ils ne viennent jamais, les précaires, ils ne viennent jamais. C'est vrai, si on ne fait rien pour qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Nous, on avait monté une communauté qu'on avait appelée la communauté des astucieux. Et quand on va chercher les gens sur combien vous payez de chauffage par mois, et est-ce que vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit un peu moins une passoire énergétique, parce que dans le porte-monnaie, à la fin du mois, ça ne fait pas le même effet, eh bien oui, il n'y a pas de fatalité à aller chercher ça. Le deuxième que je voudrais prendre, et parce qu'il rejoint la question des valeurs, c'est ceux des sujets sur lesquels on ne peut pas renoncer. Je pourrais vous parler des 700 migrants qu'avec mon équipe, on a mis à l'abri l'été dernier, parce que l'État français est défaillant sur ce sujet. Mais je le fais à Nantes. Carotte Delga, en Occitanie, aide les communes qui prennent leurs responsabilités. C'est l'honneur de la gauche de jamais renoncer sur ces sujets-là. Je prends un deuxième exemple. Dans 3 semaines, à Nantes, on va ouvrir un centre de consultation post-traumatique pour les femmes victimes de violences. Bon, s'il y a des communicants dans la salle, je suis preneuse de propositions pour le dire plus rapidement et de manière plus concrète. Ce centre, il va ouvrir 24 heures sur 24. Il va ouvrir 7 jours sur 7. Dans la répartition des compétences, y compris loi MAPAM, loi NOTE et tout ce à quoi personne ne comprend rien à part nous, rien n'oblige une ville à le faire. Mais à un moment, c'est la question du volontarisme politique, de dire c'est quoi les sujets dont on s'en occupe, c'est quoi les sujets qu'on met à l'agenda. Et puis je prends un dernier exemple parce que je crois qu'on doit aussi, parfois, faire bouger nos propres dogmes, y compris les dogmes de la famille socialiste. La première mesure de campagne que j'ai annoncée, la seule d'ailleurs pour Nantes, c'est la gratuité des transports en commun le week-end et la baisse de 20% des prix d'abonnement. Alors je rassure Olivier tout de suite, je ne dis pas que c'est possible partout, 35 000 communes, 35 000 situations différentes. Quand j'ai fait cette annonce, je peux vous dire que ça a brassé un peu. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, on dit, et à raison, l'offre de transport, elle est financée par les recettes de transport. Et donc, si on perd des recettes de transport, on développera moins de transport. Et donc, c'est la fausse bonne idée, ce serait des magots, ce serait facile. Sauf que le monde a changé, les amis. Le monde a changé, on ne va pas passer 10 ans à faire ce constat. La question maintenant, c'est quelles sont les solutions ? Eh bien, ça fait partie des actes de proposition de solutions, d'inflexion profonde pour dire, oui, si on veut vraiment changer de modèle, il faut aussi changer d'échelle et il faut accepter de revisiter nos dogmes de manière différente. Pour conclure, je voudrais simplement partager avec les militants qui sont là, et j'en profite vraiment pour adresser un grand coup de chapeau à tout le monde, parce qu'on peut se le dire entre nous quand même par les temps qui courent, être militant socialiste, il faut un peu de ténacité, un peu de fierté, donc merci à tous ceux qui sont là. Moi, je crois que les municipales doivent aussi être le moment de dire que nous, on ne croit pas à l'homme ou la femme providentielle, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Moi, je ne crois pas qu'on transforme la société individuellement. Et la force de l'horizon de cette social écologie au service de tous, c'est de trouver des réponses collectives, des réponses qui rassemblent, mais des réponses à la société d'aujourd'hui. Tu évoquais tout à l'heure l'impact des réseaux sociaux sur les vies des uns et des autres. Qu'est-ce que la gauche dit aujourd'hui sur la transition numérique ? Il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de transparence, il y a des questions de protection des libertés individuelles. C'est des vraies questions politiques. Et dans tous nos territoires, on imagine des réponses. Moi, en tout cas, j'ai à cœur de se dire que peut-être un des clivages dont on doit continuer à s'occuper, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait le moins de décalage entre le rêve et la raison, parce que ça, je crois que c'est l'essence de la gauche.
Alors, je me tourne vers vous, messieurs, qui avez un regard, on va dire, un peu plus extérieur, analytique. Au regard de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez envie de continuer à partager? Déjà, c'est intéressant de voir. J'ai tenu un propos introductif. J'ai plutôt défendu la permanence du clivage de droite, même s'il a muté, pour les raisons qui ont été très bien expliquées par Gilles, notamment. Mais j'ai dit qu'il était atténué lors du scrutin municipal, scrutin de la stabilité, scrutin où le projet et le programme prévaut sur l'étiquette. Mais quand je vous entends, quand on voit très bien des enjeux pour les villes de gauche, pour les équipes municipales de gauche sortantes, c'est la mobilisation du peuple de gauche pour essayer de faire comprendre qu'il y a une gestion, c'est peut-être pas le bon mot, une action municipale de gauche par rapport à ce que Patrice à Montreuil, Johanna à Nantes ou Olivier à Clermont, différente de celle de droite. La question des migrants dans les grandes villes, c'est une question absolument centrale. Pour travailler avec la ville de Paris, on voit très bien que les Parisiens soutiennent massivement ce qui est fait par la ville de Paris sur la défense, sur l'accueil des migrants. Et de ce point de vue-là, Paris est en décalage avec la sphère nationale. Et sans doute, si un sondage était fait à Nantes, je pense qu'on aurait sans doute des regards différents. Il y a une dimension qu'on n'a pas abordée, qu'il faut aussi avoir en tête. C'est la question de la participation. C'est vrai que le scrutin municipal, scrutin de la proximité, scrutin où les élus ont encore le pouvoir de changer la vie, est un scrutin qui est désormais quand même contaminé par l'abstention. On vote de moins en moins dans les grandes villes aux élections municipales depuis 2001. Vraiment, 2001, on a moins voté qu'en 95, en 2008 moins qu'en 2001, et 2014 moins qu'en 2008. Sans doute, la mobilisation du bloc de gauche, et je rebondis sur ce qu'a dit Olivier, sur les résultats de la gauche à Clermont, à l'échelle nationale, oui, ça n'a pas été fameux, les résultats à gauche des élections européennes, mais quand on additionne, peut-être suis-je imprudent, le bloc de gauche nationalement, il arrive en tête en France. Il arrive en tête. Vous faites l'addition de toutes les listes réclamant de la gauche plus ou moins fortement, il arrive en tête. Donc la mobilisation, à travers ce travail de création de la différenciation entre une action municipale de gauche et une de droite, malgré la mutation de ce clivage, malgré le fait qu'aux élections municipales, il peut être extrêmement affadi, je pense que c'est du bon sens et ça peut donner des résultats encourageants en mars 2020. Merci Gilles. Oui, trois rebonds sur chacun d'entre vous très, très cursifs. Par rapport à ce que disait Olivier, que je partage très largement dans l'analyse qu'il faisait de la démocratie, de l'effacement ou du risque de l'effacement du clivage gauche-droite autour de l'hyper-présidentialisation et de la captation du pouvoir par un seul. Mais il ne faut pas croire que ce risque de l'effacement du clivage gauche-droite signifie la fin des clivages. Ça veut dire qu'il y aurait un autre clivage qui viendrait se substituer et prendre le cœur du débat. Et c'est ça le risque principal pour la démocratie, je crois, c'est que l'alternance ne se fasse plus entre la gauche et la droite, mais que la disparition du clivage gauche-droite ait pour effet que la seule alternance possible soit autour de forces, et on voit celles qui aujourd'hui sont les plus puissantes en France comme dans beaucoup d'autres pays, qui sont l'extrême droite. Deuxième remarque par rapport à ce que disait Johanna sur la social-écologie. Quand tu dis la social-écologie est à gauche, j'ai, pendant la campagne des élections européennes, utilisé le panel électoral, je suis désolé, ce n'est pas avec l'IFOP, que l'on fait avec Ipsos, Sciences Po et Le Monde depuis plus de 2 ans, et qui a un intérêt majeur, c'est qu'il s'appuie sur un très grand nombre de personnes qu'on interroge à chaque vague, et que ce sont les mêmes personnes. Et notamment le fait qu'il y ait, là en l'occurrence c'était 10 000 personnes que l'on interrogeait, faisait qu'on avait suffisamment, ce qui n'est pas toujours le cas, de sympathisants des différentes familles politiques pour essayer de regarder, notamment sur les questions européennes, sur les questions démocratiques, est-ce que les sympathisants du PS et est-ce que les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts pensent peu ou prou la même chose sur ces sujets, ou est-ce qu'ils pensent différemment, ce qui justifierait une offre politique différente. Et ce qui était très frappant, c'est que sur l'essentiel des sujets, la proximité était
extrêmement forte. Donc, je confirme, la social-écologie existe et elle est à gauche. Ce qui s'est passé dans cette élection européenne, je lui dis d'un mot parce que c'est en lien avec ce qu'on a vu. Apparemment, il y a une stabilité, notamment une stabilité de la République en marche, puisque Emmanuel Macron a fait à peu près le même score que la République en marche aux élections européennes. Ce qui est très important, c'est que si le niveau est resté identique, la structure de l'électorat a considérablement changé. Je donne juste ces deux chiffres-là. Vous avez 30% des électeurs de François Fillon du premier tour de l'élection présidentielle qui ont voté pour la République en marche aux élections européennes, et vous avez 30%, le même chiffre, des électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle qui ont voté soit pour Europe Écologie Les Verts, soit pour le Parti socialiste. Donc, tout ça pour aller dans le même sens. Enfin, dernier mot par rapport à ce que disait Patrice sur la technicisation des politiques locales. Et je crois qu'on peut le dire de la même manière des politiques nationales, et on peut même être parfois moins gentil et parler non pas de technicisation, mais même de technocratisation. Parce que je crois que c'est un des grands phénomènes auxquels on a assisté depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est que de plus en plus, le débat public s'est concentré sur le comment, sur les mesures, sur des chiffres, et de plus en plus, il a oublié le pourquoi, les objectifs et les mots, et je crois que c'est ça aussi de retrouver la politique. Nous avons encore un petit peu de temps devant nous. Vous voyez, comme quoi, ça valait la peine que je fasse mes petits signes. Mobilisation, il y a quelque chose qui m'a marqué, là, que j'aimerais bien vous entendre. Je pense que ça peut être aussi une question, là, qui c'est comment arriver aujourd'hui, dans le contexte actuel, à mobiliser. On sait que c'est de plus en plus tard que les gens se décident au moment du vote. C'est souvent quelques jours du vote, voire même dans l'isoloir. C'est ce qui ressortait d'ailleurs, je crois, de certaines études. Mais aujourd'hui, comment incarner justement cette mobilisation à gauche avec l'enjeu qu'il y a sur les municipales? Que vous avez déjà commencé à vous entendre. Est-ce que vous voulez nous... Je crois d'abord que les uns et les autres, et heureusement, on n'a pas attendu l'arrivée de l'approche de la campagne pour aller chercher cette mobilisation. Parce que c'est Pierre Rosanvallon qui dit qu'il y a une partie des citoyens qui vivent la démocratie représentative comme une démocratie privative. Je crois que ce mot est à la fois très fort. Il y a une autre manière de le dire, c'est la mère d'une féministe américaine, Gloria Steinem. Elle dit la démocratie, ça doit être comme se brosser les dents, c'est tous les jours. J'aime bien cette expression très visuelle qui peut presque paraître un peu naïve, mais en réalité, elle nous invite, pas pendant les 6 mois qui vont s'ouvrir à penser la mobilisation, mais à penser aussi la participation, mais à penser aussi la capacitation. C'est depuis 6 ans comment, dans nos mandats, on invente une autre manière de faire de la gouvernance collective. Moi, je ne crois pas du tout que les Français ne s'intéressent plus à la politique comme on l'entend parfois. C'est la manière dont l'offre politique qui leur est présentée ne leur répond pas. Olivier a évoqué la démarche qu'il a lancée à Clermont. À Nantes, j'ai lancé un labo que j'ai appelé le labo 258, qui est allé chercher entre 400 et 500 personnes qui, globalement, partagent nos valeurs et qui, aujourd'hui, prendront jamais leur carte dans un parti politique, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je crois que ça invite à se poser la question, à nouveau, de notre capacité à nous rassembler. Est-ce que demain, le rassemblement, il doit d'abord procéder de Paris et des appareils politiques, ou est-ce qu'il doit aussi procéder des territoires? Je crois qu'à la table ronde précédente, Ronan Dantec évoquait une initiative lancée dans ce sens. Le rassemblement à partir des territoires et au-delà des organisations politiques. Quand on voit le boulot que font aujourd'hui un certain nombre d'ONG, un certain nombre d'associations, un certain nombre d'organisations syndicales, je crois que le rassemblement, demain, ce n'est pas uniquement l'addition des appareils politiques, parce que alors ce sera la société d'hier et on ira dans le mur, c'est la capacité de projection et la capacité aussi à impliquer les habitants, mais à partir du moment où les règles du jeu sont claires. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne met pas à la négociation, et nos valeurs, par exemple, on ne les met jamais à la négociation. Non, mais pour illustrer peut-être la même perspective, moi j'ai souvent dit que j'étais en campagne depuis
le 2014. Mes adversaires se moquent de ça, mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a été élu pour faire un job. Ce job est un job de quotidienneté, c'est-à-dire d'être en capacité de répondre chaque jour aux questions qui nous sont posées. Et puis, donc, à partir de là, ça, on le sent aujourd'hui. C'est ce qui produit d'ailleurs les effets du bilan. Pas simplement d'un bilan du type maire bâtisseur avec des inaugurations, d'un bilan de présence, d'un bilan de réponse, d'un bilan d'incarnation. Puis il y a un deuxième sujet, c'est, en plus de ce laboratoire qui était plus politique, c'est de faire que durant ces 6 années, il n'y a pas une politique publique qui n'a pas été co-construite avec les habitants. Assises pour le plan éducatif ville, états généraux de la culture, rencontres annuelles sur l'écologie. On est allé au bout de cette logique avec l'année dernière les premiers budgets participatifs qui ont été pour nous d'ailleurs même d'abord une réussite comment dirais-je, quantitative assez ahurissante, parce que on s'est rendu compte à quel point les gens s'étaient appropriés ça. Et puis, puisqu'on parlait des valeurs, tous les dossiers qui ont été votés massivement, c'est soit des questions sur l'accueil des migrants, soit des questions sociales, soit des questions environnementales. Tous ces dossiers-là ont été massivement adoptés par les concitoyens quand ils ont eu le droit de s'exprimer. Ça veut dire donc qu'il y a bien un certain nombre de valeurs qui rencontrent aujourd'hui nos habitants. Merci. Patrice, tu souhaitais rajouter un mot là-dessus ? Je crois que nous sommes tous en train de réfléchir aujourd'hui, dans les limites que nous connaissons dans le système politique, sur la manière d'associer d'une manière ou d'une autre nos concitoyennes et nos concitoyens à la gestion, au quotidien et en même temps la préparation des élections municipales. Moi, ce qui me semble vraiment important à observer comme mouvement, c'est que nous commençons à le faire avec sérieux. Parce que j'ai connu il y a quelques années une manière d'associer les citoyens qui était un peu politicienne. Vous voyez, les petits gars de la société civile et les petites nanas de la société civile qu'on mettait, qui sortaient d'une certaine manière, qui servaient de caution aux responsables issus des formations politiques. Et ce que j'observe dans pas mal de territoires et chez pas mal de maires, c'est qu'on est en train de passer un cap où on s'y met vraiment, sur le fond, avec sincérité, parce qu'on sent qu'il y a des ruptures qui sont des ruptures graves, problématiques, et en plus que ça peut être un accélérateur de création et d'efficacité. Et pour moi, ça renvoie aussi à un positionnement nécessairement un peu nouveau et un peu décentré du maire, de la maire, de la puissance publique. On passe d'un statut d'ordonnateur à un statut de fédérateur. On n'est plus au centre du système. Nous sommes un des acteurs et il faut accepter qu'on n'ait pas le monopole de la décision publique et que nous devons, au contraire, contribuer à ce qu'elle soit élaborée dans la meilleure des conditions avec l'ensemble des parties de la société. Et un dernier mot, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la question des agents communaux et de la manière dont on envisage l'avenir de la gestion des services publics. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai beaucoup rencontré de gens dans ma fonction de maire qui ont fait leur crise de la quarantaine à 30 ans. C'est-à-dire qu'ils n'en pouvaient plus de leur job, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui considéraient qu'ils étaient instrumentalisés, qu'ils ne maîtrisaient plus le sens, ce pourquoi ils travaillaient, qui changeaient, qui avaient envie d'être créateurs eux-mêmes de leur activité et de la posséder. Et je pense que c'est un des enjeux de la gestion, de l'évolution de la manière dont sont organisés nos services publics. On a aussi dans les mairies des gens qui s'ennuient, des gens qui sont à la limite de l'explosion parce qu'ils sont face à des strates hiérarchiques qui les privent de leur travail et de leur capacité de décision. Et là, je crois qu'on a aussi à inventer un système plus humain, plus humaniste, plus respectueux des compétences des agents dans les collectivités locales. Merci. Afin de conclure cette plénière, et non pas le sujet, afin de conclure cette plénière, j'ai une dernière question à vous poser à tous les 5. Je pense que nous sommes tous ici conscients qu'effectivement, que ce soit au niveau, selon les contextes, les territoires, les particularités locales, chacun va construire son récit, son histoire, voilà.
en restant fidèle aux valeurs que vous avez rappelées là. Concrètement, s'il devait y avoir pour vous un combat commun de la gauche municipale à porter dans les prochains mois, pour donner à voir, pour mettre justement un peu en perspective entre ces municipalités plus largement au niveau du pays, s'il y avait un combat commun pour vous à porter dans les prochains mois, lequel serait-ce ? C'est que pour les élus ? Pour tout le monde, on avait Non, dit. merci, c'est pour tout le monde aussi. Je ne vous prends pas par surprise. Hein. Alors, je dirais que c'est un état d'esprit. Tout à l'heure, en commençant, je citais Simone Signoret, « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Mais peut-être y a-t-il une bonne nostalgie. Et je vais citer quelqu'un d'autre qui est Régis Debray dans un de ses derniers essais qui s'appelait « Bilan de faillite ». Il distinguait la nostalgie qui fait serrer les poings pour égaler les grands anciens, quand la mélancolie fait seulement serrer les cœurs. Alors, vive la nostalgie qui fait serrer les poings. Je vais continuer, hein. Je me sens bien conforté car je suis un grand nostalgique, merci Gilles. Non, s'il y a quelque chose que les équipes de gauche devraient mettre en avant, et je rebondis sur ce que Patrice vient de dire, c'est clairement, oui, cette question de la démocratie participative. Dans les enquêtes d'opinion, on a vu comme les habitants s'en sont saisis. Avant, quand nous travaillions sur des enquêtes quantitatives ou qualitatives, on gardait 1 minute pour poser quelques questions sur est-ce que vous vous sentez associé aux décisions qui vous concernent. Beaucoup de Français, à l'échelle locale, ne se prononçaient pas. Ça a changé du tout au tout. J'ai parlé tout à l'heure du bilan très positif qu'ont les élus locaux, les élus municipaux au global. Il y a un point sur lequel il y a un niveau d'exigence et de critique très très fort. Le chiffre, c'est l'enquête IFOP pour le PS qui a été restituée en partie hier avec Chloé Morin d'Ipsos. C'est le fait que même à l'échelle locale, je crois que 3/4 des Français considèrent que les élus locaux ne les associent pas assez aux décisions qui sont prises. Malgré les budgets participatifs, et ces budgets, ce qui est fait aussi plus à gauche qu'à droite en termes de conférences citoyennes, tout ça, c'est également, je reviens sur mon antienne précédente, une logique qui veut créer de la différenciation et qui peut mettre en avant ces listes de gauche. Il y a un niveau d'exigence général, mais il est particulièrement pointu sur ces questions de démocratie participative. Moi je redirais les services publics locaux. La France que nous sommes en train de construire avec les libéraux, c'est celle qui considère que, et c'est le contrat de Cahors, que les élus comprennent bien, on n'a plus le droit d'augmenter de plus de 1,2. On doit, quand on veut imaginer des nouveaux projets, il va falloir qu'on se corsette, on perd une forme de souveraineté, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est qu'à travers ce métadiscours, on interdit à une grande partie de la population de trouver dans ces mairies des services publics locaux qui vont corriger les inégalités quotidiennes qu'ils vivent. Les grandes métropoles ont encore les moyens de réussir cela. La France dite périphérique, les villes moyennes qui sont en souffrance, les villes rurales qui expriment ces baisses de services publics locaux, tout cela, ça construit des populations qui sont dans des revendications négatives vis-à-vis de la puissance publique, et donc c'est mortifère de laisser faire cela. Le combat commun que nous devons avoir, c'est de garantir ces services publics locaux. Je vais donner des exemples très précis pour qu'on comprenne bien. La ville de Clermont-Ferrand s'enorgueillit de continuer à avoir 26 infirmières scolaires en service public appartenant à la ville, réparties dans nos écoles, parce qu'aujourd'hui, sur la question de l'obésité, sur la question des problèmes dentaires, sur la question des maladies qui réapparaissent, c'est bien parce que nous avons ces infirmières que nous pouvons continuer à travailler auprès des populations. Nous avons le même plaisir d'avoir des dumistes qui font une des dernières grandes villes à avoir un contrat, une convention directe avec le ministère de la Culture pour avoir des musiciens qui vont travailler dans nos écoles pour que l'ensemble des enfants du parcours CP-CM2 puissent rencontrer cette musique. Ces services publics locaux, j'ai visité en venant, je suis allé voir la colonie de vacances de Clermont-Ferrand qui est à 25 km. Et je me disais, demain, les libéraux, quand ils auront pris cette ville, ils se diront, au fond, c'est une dépense, à quoi ça sert d'avoir une colonie de vacances ici,
pour Clermont-Ferrand. Et puis, d'un trait de plume, ils pourront l'enlever. Dans les équilibres budgétaires, tout ça leur aidera à faire des équilibres. Sauf que là, depuis une semaine, avec le Secours populaire français, on a 500 enfants de Clermont qui ne peuvent pas repartir en vacances et qui font leur dernière semaine là-bas. C'est ça la gauche, c'est ça les services publics locaux, et ça c'est le combat commun. Bon, c'est un exercice difficile. Moi, je dirais l'alimentation. Je pense que c'est un sujet d'avenir. C'est un acte quotidien. C'est un acte aujourd'hui qui est devenu difficile pour une partie de nos concitoyens. C'est un acte dans lequel les villes comptent beaucoup. Les cantines, le rapport, on a aussi les hôpitaux, les maisons de retraite, on a plein de choses. Et à travers ce fil-là, derrière, il y a l'agriculture, il y a les modes de consommation, il y a l'écologie, il y a le service public, il y a la santé. Et c'est dans les mains des collectivités locales et des villes. On pourrait devenir, par une lutte sur l'alimentation, un des leviers efficaces de transformation sociale et écologique. D'abord, je crois que c'est un état d'esprit. Et j'entendais tout à l'heure nostalgie, mélancolie. Moi, en fait, pour être franche, je me retrouve dans aucun des deux. Mon état d'esprit, c'est plutôt celui de la détermination. Vous me direz qu'on est candidate à 6 mois des municipales, c'est mieux. Mais au-delà de ça, je crois que c'est notre volonté collective de lutter contre le pessimisme ambiant, de lutter contre la fatalité ambiante, parce que le risque, c'est cette espèce de prophétie autoréalisatrice. Vous savez, rien ne va aller, la politique ne sert plus à rien et la gauche ne saura pas se réinventer. Et alors, cette prophétie, elle amènerait à ce que nous craignons tous et le plus, l'avènement des populismes et des extrémistes. Donc faire la démonstration que oui, la politique peut avoir un poids, peut avoir un impact, qu'être maire, c'est sans doute une des plus belles responsabilités qui peut exister. Ça, je crois d'abord qu'on doit le dire haut et fort. La deuxième chose, c'est de refuser la fragmentation. On est quand même dans une société de plus en plus fragmentée. On oppose la France urbaine et la France rurale. Et oui, il faut penser des nouveaux équilibres. On oppose les vieux aux jeunes, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et dans la dernière séquence, je le dis parce que moi, c'est une de mes inquiétudes, les grands oubliés du débat public ont été nos grands quartiers populaires. On a parlé de la France du périphérique, on a parlé de la France du rural. Moi, je peux vous dire que les jeunes de nos quartiers, ils se sont sentis les oubliés de ce débat. Donc arrêtons de laisser dire que toutes les grandes villes sont riches. C'est inexact. Les plus grandes poches de précarité dans ce pays, elles sont dans nos grandes villes. Alors la gauche qui se bat pour plus d'égalité, elle doit aussi porter ce discours et lutter contre le discours ambiant parce que ça passe vite à BFM TV. Les villes sont riches et méchantes, les ruraux sont pauvres. C'est d'une bêtise. C'est en plus une insulte pour tous les maires des territoires ruraux qui mènent plein de projets innovants. Ça ne veut pas dire qu'il y a un penser autrement, y compris le développement économique entre nos territoires, mais ne négligeons pas nos quartiers populaires parce que sinon, c'est le socle républicain lui-même qui sera menacé. Et puis l'exemple concret, je n'ai pas besoin de le donner puisqu'il a été donné par mon voisin. Moi aussi, j'aurais dit l'alimentation et la santé parce que je crois que les enjeux de la démocratisation de la transition écologique, qui doit être nos sujets majeurs, ils se trouvent notamment dans ces deux sujets. Eh bien, écoutez, je vous adresse à tous un grand merci pour ce temps de plénière et on va enchaîner directement avec la venue sur scène. Ça continue sous un autre format, donc de Sarah Prout et d'André Léniel qui vont nous rejoindre. On va faire un petit changement de plateau. Merci encore à tous les 5. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Alors, chers amis et chers camarades, nous allons commencer tout de suite puisque l'intervention du premier secrétaire aura lieu dans une petite demi-heure. Et vous allez le constater, pour ceux qui ont suivi les deux plénières de cet après-midi, à la fois sur l'état de la gauche et la reconstruction de la gauche et sur les municipales, que le travail que nous allons aujourd'hui présenter avec André Léniel est en très grande cohérence avec l'ensemble des propos et des propositions qui ont été faites aujourd'hui. Alors, il y a exactement un an, lors de l'université d'été des élus,
Olivier Faure nous a confié la mission, à André et moi, d'élaborer une charte dans le cadre des élections municipales. Et c'est ce que nous vous présentons aujourd'hui. Alors d'abord, quelle était l'idée de cette charte ? L'idée, c'est d'élaborer, de proposer un socle d'orientation de ce que les socialistes proposeront à l'occasion des élections de 2020. Et ce socle, quel que soit le type de territoire, le nombre d'habitants dans les villes, parce qu'il n'y a pas un socialisme des petites villes, un socialisme des grandes villes, un socialisme rural et un socialisme urbain. Il y a un projet socialiste que nombreux élus défendent depuis des années dans les territoires et qu'aujourd'hui nous proposons avec un certain nombre d'orientations que André va présenter dans un instant. La charte, elle est issue d'une double intention. La première intention, c'est de clarifier. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, notamment cet après-midi. La clarification, elle est absolument essentielle parce que lorsque l'on parle de clarification, on évoque notamment la question entre la droite et la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un refrain que l'on entend quand même beaucoup ces derniers temps, et ce n'est pas seulement le refrain présidentiel du « et », c'est qu'une bonne collectivité, ça peut se gérer avec le pragmatisme, avec le bon sens. Qu'au fond, quand on gère une ville, la différence entre la droite et la gauche, c'est pas si fondamental que ça. Eh bien, c'est justement contre cela, et cette clarification nécessaire entre la droite et la gauche, que nous proposons de travailler. Pourquoi ? Parce que quand on parle de construction de logement social, lorsque l'on parle de soutien aux associations, lorsque l'on parle de tarification scolaire, lorsque l'on parle de politique sociale, est-ce que l'on peut vraiment considérer que sur l'ensemble de ces domaines qui sont stricto sensu de la compétence des villes, ou en tout cas sur lesquels les villes s'engagent, est-ce que vraiment sur ces sujets-là, il n'y a pas eu ces dernières années et il n'y a pas aujourd'hui encore de différence entre la droite et la gauche ? La deuxième intention, c'est le rassemblement. Alors, ce n'est pas seulement le rassemblement de l'ensemble des partis politiques de gauche. C'est d'abord rassembler la famille socialiste autour d'un certain nombre de corpus et d'orientations, parce qu'il est difficile de se rassembler avec les autres si on ne sait pas nous-mêmes ce que l'on a à dire. Mais c'est aussi le rassemblement avec l'ensemble de celles et ceux qui voudront s'engager dans ces municipales comme candidats, comme compagnons de route. Et pour cela, il était nécessaire de leur proposer une vision de ce que les socialistes ont apporté sur les territoires. Et puis, dernier élément, cette charte, elle est liée à un contexte, le contexte dans lequel se dérouleront ces élections municipales. Le contexte, vous le savez, on l'a beaucoup évoqué, donc je serai bref, mais c'est une gauche qui est éparpillée, une droite qui est explosée, et plus encore depuis les élections européennes. Le Front National qui est en embuscade, pas seulement pour conserver les villes qu'il a déjà, mais pour en gagner d'autres, et probablement de plus grandes encore que celles qu'il détiennent aujourd'hui. Et la République En Marche qui a besoin de ces élections municipales pour avancer dans un processus de légitimation territoriale vers 2022. Alors face à ça, évidemment, chacun aurait intérêt à jouer la confusion, à entretenir la confusion pour perdre le moins possible. Eh bien, nous pensons le contraire. Nous pensons que la confusion, elle est délétère dans le rapport entre les citoyens et les élus, qu'elle est délétère pour l'établissement et l'élaboration et l'application des politiques publiques. Et donc, là encore, nous avons, à l'instar de ce qu'est ce contexte, choisi au contraire de ne pas jouer sur la question des confusions. Alors André va vous présenter les premières grandes orientations. Ce texte il sera mis en ligne dans quelques jours sur le site du Parti socialiste. Nous ouvrirons un temps d'échange avec les élus et les militants, même si beaucoup d'élus ont déjà commencé à participer à ce travail. Et à l'issue de ce temps d'échange que nous aurons à la rentrée, cette charte sera mise à disposition de l'ensemble des candidats qui le souhaitent pour avancer dans ce travail sur les élections municipales. Voilà, André, pour le contenu des grandes orientations. Merci Sarah. Nous arrivons au terme des travaux et en atelier et en plein air. Il y aura dans quelques instants la clôture par le premier secrétaire, mais je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que ces successions qu'ont été à la fois l'université d'été des élus, mais aussi le campus, ont démontré des élus, des militants qui sont d'ores et déjà mobilisés, qui ont la conviction qu'on a devant nous une échéance majeure, que cette échéance majeure, ce sont les élections municipales. Parce qu'à partir d'elles, il y a la capacité à reconstruire non seulement un parti socialiste fort, mais aussi la capacité à mettre en place les conditions du rassemblement de l'ensemble des forces de progrès.
Et je crois que, à travers ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été réfléchi depuis mercredi, on pourra se dire que cette campagne municipale, non pas localité par localité, mais nationalement, elle aura commencé ici, à La Rochelle. Pour gagner cette campagne municipale, je crois que nous avons besoin d'une double clarté. La clarté des idées et la clarté des engagements politiques, c'est-à-dire des alliances. La clarté des idées, c'est ce à quoi veut répondre, bien entendu, la charte, et je vais vous en donner quelques éléments dans un instant. Quant à la clarté politique, nous avions déjà eu l'occasion de dire l'an passé à l'université d'été que par nature, nous devions rassembler l'ensemble de la gauche. Que par nature, il ne saurait y avoir je ne sais quel amalgame avec le macronisme et avec les partis de droite. Et je crois que l'année qui vient de s'écouler a totalement clarifié et qu'aujourd'hui, il est évident pour tout militant socialiste, mais aussi pour tout citoyen de gauche, que c'est le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et des écologistes qui permettra d'ores et déjà de planter un certain nombre de jalons pour l'avenir. Nous avons, bien entendu, refusant tout compromis avec la droite, aussi décidé de dire dans un projet de charte ce qui peut faire justement différence entre la droite et la gauche. J'ai entendu les tables rondes précédentes et heureusement les élus qui se sont exprimés ont rappelé de manière très claire, très précise, à travers des exemples concrets, que gérer une commune, qu'elle soit la plus petite ou la plus grande, ça n'est jamais tout à fait la même chose et c'est même carrément différent lorsqu'il y a une gestion par une équipe de gauche et par une équipe de droite. Cette charte, elle a bien entendu la volonté aussi de postuler clairement le refus de toute confusion et du en même temps. C'est cette confusion que veut instaurer le président de la République, parce que c'est ce qui lui faciliterait tellement les choses. Et quand on sait que c'est ce camp-là qui souhaite la confusion, alors notre impératif, il se dessine immédiatement. C'est celui de la clarté. C'est celui de la volonté de garder intacte l'ambition. L'ambition de refaire ce qu'on n'a plus fait au plan national, de se poser la question, en définitive essentielle, de la manière dont nous pouvons changer la vie pour des millions et des millions de nos concitoyens. Et à travers cette charte, eh bien, nous devons mettre en exergue ce que sont les défis. Chaque défi étant d'ailleurs une identification par rapport à la droite. Chaque défi étant d'ailleurs une affirmation de ce que nous voulons faire. Et tout à l'heure, c'était Gilles Filkesten qui le disait, antérieurement, les programmes ils venaient du haut vers la base. Eh bien, je crois que cette fois, le projet des socialistes, il doit partir de la base, il doit partir de ces élections locales, de ces élections municipales, et ensuite, bien entendu, être enrichi au niveau national. C'est aussi cette charte un instrument de dialogue, d'abord avec les militants, puisqu'elle va leur être soumise, ils pourront l'amender, ils pourront travailler dessus, nous faire part de leurs remarques, de leurs amendements. Mais c'est aussi un moyen de dialogue avec nos partenaires, avec les citoyens qui, n'appartenant à aucun parti, veulent s'engager avec nous. Eh bien, c'est sur la base de cette charte qu'ils devront savoir s'ils sont dans la bonne famille, au bon endroit, et s'ils ont envie de travailler dans le commun. Et puis, bien entendu, avec les citoyens, car ça doit être un instrument essentiel de politisation de ces élections. Mais pas la politisation au sens nationalisation de l'élection, ça serait absurde, dont la politisation village par village, ville par ville, métropole par métropole, à travers les thématiques. Les défis à relever, je ne vais pas tous les évoquer. Vous les aurez sur le site, comme cela a été dit par Sarah il y a quelques instants, dans les jours à venir. Mais il y en a qui sont essentiels. Il y a un mot, moi, que je n'ai pas beaucoup entendu, et qui pourtant me paraît un des défis que nous devons relever à travers nos politiques locales. C'est le défi de l'emploi et de la formation. Vous savez, moi, j'ai toujours présent à l'esprit la phrase de Camus, qui disait « Privez le travailleur de son pain, vous le privez de sa liberté. » Le pain du travailleur, c'est la formation et l'emploi. C'est l'emploi, c'est la formation qui conduit à l'emploi.
Et nous avons beaucoup à faire, même si ça n'est pas une compétence qui peut apparaître comme évidente pour les collectivités locales. Je vous assure que sur le terrain, la manière d'engager le combat pour l'emploi est une manière qui est de gauche et qui ne peut pas se confondre avec la droite. C'est bien entendu la solidarité pour tous, le deuxième défi. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est dans l'énonciation. La solidarité pour tous, et ça a d'ailleurs été très bien illustré par ceux qui se sont exprimés il y a quelques instants. Tout citoyen qui est sur notre territoire doit faire l'objet de notre solidarité, quelle que soit la figure que prend cette solidarité. Tout enfant qui est dans notre République, d'où qu'il soit, doit être considéré comme un enfant de la République. Le troisième défi, c'est bien entendu le défi écologiste. Nous avons là aussi une tâche considérable qui est menée au niveau de nos collectivités territoriales, qui porte, j'allais dire, quasiment la majorité des actions concrètes qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Il y a les grandes conférences internationales dont nous savons qu'au-delà du verbe, l'action est souvent absente. Mais dans nos collectivités territoriales, du plus petit village à la plus grande ville, nous agissons puissamment. Il y a, bien entendu, le défi, mais on aurait pu le mettre même au tout début, de l'éducation, de l'école. Et là aussi, nos communes jouent un rôle majeur. Il y a le défi de la culture. Comment ne pas donner l'accès à tous, sans discrimination, parfois par des politiques tarifaires ou même la totale gratuité, à la beauté? Comment exclure des parties de la population de cet accès, de cette prise en compte, de ce chemin du cœur et de la réflexion? Mais ce sont aussi les services publics. Je vais arrêter là mon énumération. Il y a bien d'autres défis que nous devons relever. Les services publics aujourd'hui, nous voyons bien le désengagement massif de l'État. Et nous voyons bien que dans la quotidienneté, ce sont les services publics locaux qui répondent aux attentes de nos concitoyens. C'est un socle commun, un socle rassembleur que doit être cette charte. Et bien entendu, à travers les chapitres de cette charte, chaque commune pourra enrichir par les projets locaux, par les illustrations locales. Je voudrais, pour terminer mon propos, vous dire toute l'importance qui est celle des élections municipales. Ce ne sont pas 35 500 scrutins locaux. Non, c'est tout un paysage national qui est en jeu. Les municipales, c'est un enjeu majeur d'abord pour les citoyens. Pour les citoyens, parce que la commune, quand vous demandez à quelqu'un « vous êtes d'où ?» S'il est à l'étranger, il répond la France. Mais s'il est en France, il répond de sa commune. Et la commune, et ça se voit à travers tous les sondages qui sont faits, c'est la petite patrie de nos concitoyens dans la grande qu'est notre pays. C'est quelque chose auquel l'immense majorité de nos concitoyens sont viscéralement attachés. Ce n'est pas un hasard, dans la continuité de mon propos, si les maires sont les élus préférés des Français, à des scores considérable, puisque le sentiment est positif, dans les derniers sondages, à 75% à l'égard de la fonction de maire. Non pas de telle ou telle personne, mais de la fonction de maire. C'est avec une explication assez simple. Le maire, avec ses équipes municipales, bien entendu, ses adjoints, ses conseillers, c'est à la fois le premier recours de nos concitoyens, surtout face au désengagement de l'État dans de nombreux domaines. Mais si c'est le premier recours, c'est souvent aussi le dernier espoir. Et c'est ce qui fait que l'exigence des citoyens que l'on a évoquée, qui est une charge de plus en plus lourde pour l'ensemble des élus locaux, elle a son explication. Et puis, bien entendu, c'est un enjeu majeur pour le pays, au-delà des citoyens. La France, elle a besoin de ses collectivités locales. Et étouffer administrativement, étrangler financièrement les collectivités, comme on le fait aujourd'hui, est manifestement un non-sens qui affaiblit l'ensemble du pays. Il n'y aura pas de réponse au malaise, au pluriel, que connaît la France, sans que les collectivités locales soient mises en capacité de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est vrai de la compétitivité, à travers l'économie, à travers tous les éléments que j'ai déjà évoqués. La compétitivité, elle dépend pour une immense partie de nos collectivités territoriales. C'est la transition écologique, les mobilités, l'école, la petite enfance, la santé, la sécurité,
qui sont des politiques aujourd'hui partagées, et même très souvent partagées majoritairement par les collectivités territoriales. C'est la culture, le sport, les zones d'activité, les services publics du quotidien. Et là, c'est massivement les collectivités territoriales. La culture et le sport, c'est plus de 80% payés, financés, pris en charge par nos collectivités territoriales. Et donc, donner le sentiment, répéter à satiété que nos collectivités seraient une charge pour la nation, c'est un non-sens absolu. C'est au contraire un levier. Et libérer nos collectivités, c'est redonner de l'énergie à la France. Alors, nous devons porter cette conviction que la commune n'est pas seulement le lieu de la proximité, de l'humanité au quotidien et de l'innovation, mais aussi une réponse à l'essentiel des problèmes de notre pays. Enfin, c'est décisif pour le Parti socialiste, parce qu'elle est dans les deux premières forces, incarnant les territoires aujourd'hui à travers ces régions, ces départements, ces communes. Nous sommes faibles nationalement, mais nous sommes encore une force localement. Et il faut que nous sachions nous appuyer sur cette force, non seulement pour la maintenir, mais aussi pour la renforcer. J'ai regardé les élections locales de plus de 5000 habitants, parce qu'en dessous, c'est parfois difficile à donner une signification. J'ai regardé les élections locales dans les structures de plus de 5000 habitants depuis 1 an. Il y a eu 16 élections locales. Là, ce n'est pas un sondage, ce sont des élections. Là-dessus, sur les 16, 8 ont été gagnées par la gauche. Une par les communistes, une par les écologistes, les 6 autres, 5 fois par un socialiste et 1 fois par un divers gauche soutenu par les socialistes. C'est dire que, loin des clichés sur la disparition des forces de gauche, la disparition du Parti socialiste, au quotidien, dans nos territoires, nous restons une force majeure. Et sur les 16 élections, aucune victoire, pas une seule victoire de la République en marche. Et parfois avec des scores très faibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, bien sûr, au-delà du Parti socialiste, c'est important pour l'ensemble de la gauche et des écologistes. La commune, nos conseils municipaux, ce sont déjà des lieux de rassemblement dans la plupart des cas. Nous sommes déjà en situation d'alliance, en situation de travail en commun. Le rassemblement, il est notre vie quotidienne d'élus locaux. Les élections municipales, elles doivent être l'occasion majeure de confirmer et de renforcer les listes d'union. Les élections municipales doivent être l'occasion de montrer qu'il y a une autre perspective que le duel mortifère pour la démocratie entre Macron et Le Pen. L'union des forces progressistes, nous pouvons en faire la démonstration à l'occasion de ces élections municipales, quand elle sait se rassembler, peut être la première force dans notre pays. Alors, très simplement, et pour conclure, les élections municipales, elles doivent porter l'espérance. Cela me rappelle un vers d'un poète que j'aime beaucoup, qui est René Char, qui a écrit « Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance ». Il ajoutait « C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Alors soyons dans le réel, soyons combatifs, faisons vivre l'espérance et non pas survivre, et donnons à la gauche une belle victoire en mars 2020. » Merci beaucoup. C'est donc absolument. C'est donc la fin de cette plénière sur les élections municipales, et nous vous invitons maintenant à rejoindre la grande halle pour suivre l'intervention du premier secrétaire Olivier Faure. Pour ceux qui veulent savoir où c'est, vous avez un plan ici, donc il faut sortir de l'auditorium de l'Encan et aller ensuite. Bon, bref, vous avez un plan. Je ne vais pas vous lire un plan. Ça sera beaucoup plus simple de regarder la carte. Merci à tous.